En 2014, il m'est arrivé une chose qui a fait basculer, je pense, ma vie dans un autre, comment dire, une autre dimension. Donc j'en avais un petit peu parlé. J'étais parti de mon appartement de mon appartement, de mon studio de 17 mètres carrés, qui était plus un placard qu'autre chose. Au mois de novembre, octobre, je sais plus, à vélo. J'avais préparé ce voyage à vélo depuis un moment. Et je m'étais laissé un petit peu entraîner pendant quelques mois, depuis quelques mois, par, par les gens qui venaient du monde entier dans ce placard pour, euh, pour, pour partager un peu de ma vie et moi de leur vie. Et en fait, jusqu'au moment où est arrivé donc un Américain, euh, comment il s'appelait déjà? Eric? Ouais, je ne sais plus. Donc il arrive et euh, je lui dis ok, mais on fait un voyage à vélo jusqu'à Athènes. Et il prend mon vieux vélo que j'avais depuis le voyage 2003 en France. Et moi, je prépare un vélo en aluminium que j'ai acheté d'occasion, mais justement un vélo américain qui très très connu, mais je me rappelle plus la marque là. Enfin, pas le dernier modèle, mais bon, je le paye quand même 400 euros, je crois. Et je le prépare avec les sacoches et tout, et tant bien que mal aussi l'autre vélo. Et quand il vient, on part donc à vélo de Thessaloniki à Athènes. Donc ça c'est une autre histoire, jusqu'au moment où il me laisse tomber à Athènes, parce c'est quand même difficile au bout de quelques jours. Il préfère prendre le train avec les vélos. Et moi, je prends mon vélo en aluminium et je laisse le vieux vélo à Athènes chez quelqu'un. Ce serait trop long d'expliquer. Enfin, je vais vite. Et en une soirée, lui, il trouve un plan. Il va partir en Israël quelques jours chez un ami, connaissance. Et moi, je trouve un travail je vais garder une maison en Crète. Et je prends le bateau. Donc il m'accompagne jusqu'au bateau. Je prends le vélo sur le bateau. Je le mets dans le grand garage à vélo avec les voitures. Un grand garage à voitures. Je monte sur le pont. J'arrive à Rania à vélo. Du bateau jusqu'à la maison qui était perdue sur très jolie la crête sur les hauteurs de comment ça s'appelle? Enopolis, comment ça s'appelle déjà? Exopolis. Et donc je passe un mois dans cette maison Exopolis à garder la maison tandis que les propriétaires s'en vont en Allemagne. C'est un très beau jardin, il a construit toute sa maison de lui-même. Son jardin est un peu merveilleux. Je pense, un bon moment jusqu'au mois de décembre. Et ils reviennent. Et je dois partir.
repartir, je dois faire un choix et je reçois une demande de faire une fresque à côté de Knokos. Knossos. Ouais, je me rappelle plus. Et la capitale, la Crète, où il y a les fresques et le Minotaure, Knossos. Donc, je vais pas. Je vais jusqu'à l'autre petit village qui lui est complètement différent, je me rappelle plus son nom d'ailleurs, qui est au bord des vagues, au bord de la mer. Et là, le gars a construit en terre, sur le terrain de son grand-père qui est au bord de la mer, une maison. Et c'est plutôt très difficile, visiblement, de construire une maison en terre. Et il me demande de faire cette fresque avec, avec comme mot One World, One Family. C'est une expression grecque qui veut dire que une planète, une famille. Notre planète, c'est notre famille en fait. Donc je fais une fresque en quelques jours et il s'en va et il me laisse sur ma demande pour passer Noël dans sa maison, mais pas en même temps c'est pas vraiment, enfin, elle est pas vraiment confortable, elle est même pas habitable, c'est juste des murs de terre. Et par contre, il a la maison de ses parents, ses grands-parents, qui est dans le village en haut de la montagne, qui est 500 mètres plus haut, avec plein de petites routes, tout ça. Donc je vais en haut, mais je peux pas le monter le vélo, donc je laisse le vélo dans la maison en terre. Et j'arrive en haut et il commence à faire froid, on passe le 15 décembre. Et lui, donc il s'en va à Athènes, hein, le gars, et il me laisse dans cette maison froide et il me dit il n'y a pas de problème, tu peux faire un feu dans la cheminée. Et moi je fais un feu et les grands-parents qui sont juste à côté, c'est tous des grands-parents de toute façon. Donc ils écrivent, ou ils disent à ce gars qu'il faut que je m'en aille, que je vais mettre le feu à la maison. Et je regarde les murs à un côté de la maison et je vois qu'ils sont noirs de suie. Donc il y a déjà eu le feu dans cette maison. Et je comprends tout. Je comprends qu'ils ont peur. Il s'est passé une tragédie et ils me voient comme un pyromane, comme quelqu'un qui va reproduire cette tragédie. Donc il me dit il faut que tu partes. Ils sont en colère contre toi. Donc je dois partir du village. Et c'est là où commence l'histoire commence à se corser. Donc il fait froid, je descends de la montagne, du village de la montagne. C'est tout ça dans un cadre très beau, hein, ouais, très vide aussi, pas beaucoup de monde. Et j'ai laissé mon vélo à un ancien prisonnier qui doit avoir la soixantaine. Et j'ai fait confiance. Bon, j'ai quand même attaché le vélo dans la maison, mais quand je reviens, il n'y a plus de vélo. On m'a volé le vélo. Et il faut que je parte le plus vite possible. Donc j'ai plus que toutes mes sacoches, toutes mes affaires sont là. On m'a volé juste comme par hasard ce que le vieux prisonnier trouvait intéressant. Une petite réchaud à gaz tout neuf que j'avais acheté. Et donc le vélo aussi. Donc c'est la fin de mon voyage. Je voulais prendre le vélo et faire le tour de l'Europe et continuer de vivre un peu jusqu'à trouver un endroit où m'installer avec le vélo. Donc j'ai quand même reçu un sacré coup là. Donc j'arrive, c'est le matin, je dors tant bien que mal dans la maison en terre et le vieux prisonnier vient me réveiller, il faut que tu partes, il faut que tu partes.
Ils sont tous après toi. Il m'a dit qu'ils sont... Quoi, ils jouent avec moi, il faut que je m'en aille. Et ouais, de toute façon, vu que tout le monde qui est autour de moi, je n'en connais pas beaucoup et il n'y a personne, j'ai pas confiance et je me dis bon, je sais pas non plus, c'est juste un village isolé, je vais pas pouvoir faire grand-chose de toute façon. Ils m'ont bien eu et je prends la moitié de mes affaires, tout ce que je peux, c'est quand même très lourd. C'est tout ce que je pouvais mettre dans les sacoches, ça fait quand même au moins 40 kilos. Et je laisse le reste dans cette maison en terre. Et je prends le bus avec le reste de mon argent, j'avais vraiment de moins en moins d'argent. Je vais à Knossos, j'arrive très tard avant qu'elle ferme dans l'auberge jeunesse. Et là je rencontre toujours ces Américains, on se demande d'où ils sortent hein, chaque fois. Un étudiant américain très sympa. Et on discute le matin, et il a envie de voir aussi les fresques de Knossos. Donc on prend le bus et on est que deux dans le grand site de Knossos à visiter le site de Knossos autour du 15 décembre. Et ça me réconforte en fait qu'il puisse m'arriver un truc comme ça de beau juste après ce qui était vraiment pas très cool. Donc en fait par hasard on prend le même bateau d'ailleurs avec cet américain. Et de fil en aiguille, bon, lui, il joue de la guitare aussi, il chante. C'est assez sympa. Et jusqu'au moment où, en fait, en discutant, je sais pas, il devient un peu bizarre et il me laisse un peu, il me laisse un peu tomber, quoi. Et c'est pas grave, en fait, je me retrouve à Athènes, dans la maison de Sylvie. En fait, c'est pas son vrai nom, mais elle avait envie de s'appeler Sylvie. Et je connais en fait les jeunes, bon, 30 ans, une trentaine d'années, 25-30 ans, les jeunes Athéniens. Et je prends la place d'un de son colocataire qui part pour la Noël dans sa famille. On approche la Noël. Et donc pendant 2-3 nuits, on discute avec Sylvie. Et elle me fait connaître un peu Athènes. Et en fait, elle est vraiment très intéressante, cette fille. Et je m'aperçois, elle a un chien très gentil. Et je m'aperçois elle est bon, très pauvre et elle vit à travers son chien. D'ailleurs, après, elle m'enverra des photos de son chien et quand je lui dis mais pourquoi tu veux pas voyager, je t'invite, tout ça, euh, elle a pas du tout envie elle a plus de futur en fait. Et elle invite un gars beaucoup plus jeune qu'elle, 22, et ils discutent et on discute et je m'aperçois en fait que beaucoup de leurs amis se sont suicidés. C'est des jeunes Athéniens. Et qu'il y a une certaine beauté, positivité dans cette fille, qui en fait, c'est une sorte d'énergie du désespoir. Et c'est vachement touchant en fait de connaître ce qui s'est passé en 2012, 2010 à Athènes, voir un peu les gens qui sont là et essayer de les réconforter aussi, même si bon, je suis pas dans mon état normal vu que ça m'est arrivé aussi une tuile. D'ailleurs, elle s'en va aussi voir sa famille, je pense, et elle me laisse pas dans l'appartement, bien sûr, puisque on se connaît pas assez. Donc je revais dans une auberge jeunesse à Athènes avant de prendre mon avion et passer Noël ailleurs. Mais c'est vraiment un moment de ma vie, ce voyage,
à vélo et sans vélo, puisqu'on me l'a volé, et jusqu'à Athènes et jusqu'à connaître en fait, parce que je m'intéressais beaucoup quand j'étais à Budapest à ce qui se passait en Grèce dans les années 2012, et voir en fait et parler à ceux qui ont vécu ça, ça m'a vraiment touché et ça m'a marqué en fait. Aujourd'hui, c'est le dimanche 18 novembre 2018. Il neige. Il neige, la neige fondue, mais il commence à neiger pour la première fois de l'année 2000, de premier hiver 2018. Je pense pas que l'année dernière il ait neigé si tôt, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est un peu exceptionnel qu'il neige le 18 novembre. Si je parle de cette histoire, ce qui m'est revenu, elle m'est revenue à l'esprit parce que donc cette jeune fille Sylvie, elle m'a donc un peu sauvé un peu l'esprit parce que ça allait pas très bien. Et pourtant c'est quelqu'un qui est aussi, comme je dis, t'es dans un niveau assez poussé de misère et de désespoir, puisque beaucoup de ses amis étaient morts, s'étaient suicidés. Sans qu'elle m'en ait parlé, hein, je m'en suis rendu compte dans leur conversation. Et je me rends compte, donc après elle a continué à m'écrire, elle m'a dit il faut qu'on continue à s'écrire des emails. Hein. Et elle parlait de son chien, plus que d'elle, et elle envoyait même une photo de son chien. Comme si c'était la vie de son chien. Et je me rends compte que je fais un peu la même chose avec mes chats. En fait, j'ai même du mal à voir mon visage dans une glace. Et je pense que c'est un truc d'identité. En fait, quand tu arrives à un niveau où en fait t'as pas forcément envie de voyager, ou de penser au futur, ou d'ambition, et que en fait, tu transposes ton, ton image que tu veux pas forcément voir parce qu'elle représente plus grand chose dans le miroir. Tu le transposes à l'animal qui est à côté de toi, qui vit une vie simple au jour le jour. Et comme toi, tu peux plus vivre une vie simple au jour le jour parce que t'as trop vécu. Et il y a trop de profondeur en toi, trop de choses qui t'ont troublé en fait. Tu, tu, tu vis à travers l'animal qui vit au jour le jour à côté. Et s'il y a une image que tu veux donner de toi-même, en fait, tu vas la transposer sur l'animal qui est à côté de toi et que t'aimes, bien sûr. Donc pour elle, c'était son chien qu'elle avait trouvé. C'était un chien trouvé aussi, comme moi, mes chats sont des chats trouvés. Qui était resté, qui avait une sorte de fidélité mutuelle, euh, qui fait que au lieu de vivre, parce qu'elle a commencé à vivre dans la rue, l'animal sauvage qui vient de la rue décide de vivre
chez la personne, même si elle ne lui apporte pas forcément toujours beaucoup de nourriture, beaucoup de chauffage, beaucoup de confort. Et c'est pas forcément ce que va rechercher cet animal. Et de toute façon, il peut pas forcément supporter ce confort, puisqu'il n'est pas né dans cet espace confortable et il va plutôt chercher à s'échapper si l'espace est comme ça. Et par contre, dans un espace un peu plus simple, un peu moins confortable, il va, il va rester, il va y avoir une sorte de fidélité mutuelle entre les deux.